Ouvrir un album photo, c'est comme ouvrir une porte sur le passé. Chaque image capte un instant, ravivant des souvenirs, déclenchant une vague d'émotion et de nostalgie. Les sourires figés, les lieux immortalisés, les moments précieux capturés, tout cela réveille en nous des sentiments enfouis. Un doux mélange de bonheur, de tendresse et parfois de mélancolie. Ces photos nous transportent au cœur de l'intimité de ceux qui les ont prises. C'est une fenêtre ouverte sur leurs pensées et leurs émotions. Chaque cliché raconte une histoire, enregistre un moment éphémère dans le temps. Le partage de ces images devient une passerelle vers l'imaginaire où l'on peut reconstruire les scènes et ressentir les émotions capturées. Cependant, il y a une touche de mélancolie, une pensée pour toutes ces personnes figées sur la pellicule, la plupart ayant disparu aujourd'hui. Ces images délavées sont des trésors chargés de souvenirs qui alimentent notre lien avec le passé et nous ancrent dans notre histoire. En dépit de l'émotion ressentie, elles nous procurent du réconfort, un apaisement et un bien-être. Il ne faut donc pas perdre de vue que la nostalgie est un phénomène positif, parce que nous sommes heureux d'avoir un vécu associé à l'affection et aux beaux souvenirs. Ces photos d'Hécatie, parfois centenaires, seront-elles remisées aux oubliettes? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à grands pas. Remplacera-t-elle les crayons, les claviers, les caméras et appareils photo, et même les microphones? Sans doute pas, mais elle nous permettra certainement d'utiliser moins ces outils créatifs et permettra de créer beaucoup plus de contenu, peut-être même de meilleure qualité, en moins de temps et avec un effort humain considérablement réduit. C'est la démocratisation pour le meilleur ou pour le pire. Au début, la photographie était réservée aux professionnels et aux familles aisées. Les personnes plus modestes se faisaient photographier par ces professionnels. Parmi ceux-là, il y en a un qui attire notre attention, c'est Albert Delaunay. Il nous a laissé un patrimoine extraordinaire. Ce photographe saint-aubinais a immortalisé des centaines de clichés de la vie des Saint-Aubinais et de celle des vacanciers. Rencontrer les petites filles d'Albert Delaunay offre une occasion privilégiée de plonger dans l'intimité de cet artiste. Il n'était à l'époque que des jeunes enfants témoins du crépuscule de cet homme. C'est une opportunité unique de saisir l'essence d'une époque révolue à travers le prisme de cet héritage créatif. Eh bien, mesdames, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir et merci de m'avoir confié les documents de votre famille et en particulier ceux d'Albert Delaunay. C'était qui, Albert Delaunay? Pour nous, c'est notre grand-père. Il est né dans une famille de 5 enfants, c'était le 3e. Il est né en 1880, au mois de juillet. Il a eu 3 filles. Jeanne, qui est décédée à l'âge de 13 ans. Ensuite, notre mère Paulette, qui est née en 1914 et qui est décédée en 1987. Ensuite, il a eu France, la mère de notre cousine, qui est née en 1918. Eh bien, moi, je suis la dernière des enfants de France, qui est née au moment de l'armistice 18, donc bien nommée, et je suis la dernière. Alors, moi, je suis la 2e de la fratrie de 3, puisque vous avez ma sœur aînée à côté de moi, et après, j'ai un jeune frère. Il était spécialisé dans les réunions de famille, les événements. C'est sans doute une chance pour Saint-Aubin d'avoir eu parmi ses habitants un photographe tel qu'Albert Delaunay.
qui, habitant sur place, ne manquait pas un seul événement. Ces photos immortalisent l'essence même de Saint-Aubin en capturant l'authenticité des événements tels que les cérémonies, les fêtes, les baptêmes de bateaux ou encore des pêches miraculeuses. Surtout le portrait aussi en atelier, sur des toiles de fond, avec des paysages, soit aussi avec des faux ponts, des choses comme ça. Il y avait des fonds qui représentaient la plage, d'autres qui représentaient des rochers, d'autres des petits paysages, quoi. Et on a joué souvent dans l'atelier. L'atelier, c'était une grande pièce qu'il a surnommée la Baba. Et il y avait un petit cabinet avec une vitre rouge. Et là, il regardait si la photo était bien prise. Et quand elle était bien prise, il descendait au rez-de-chaussée, développait ça dans sa chambre noire. Et comme il avait des employés, dans la cour arrière, il leur avait fait 2 pièces bien séparées, l'une de l'autre. C'était les grandes chambres. Et il les avait surnommées du nom des ouvriers, l'Anne Albert et la Richardière. La Baba, c'est du prénom de ma grand-mère qui s'appelait Blanche. Il l'appelait souvent Baba. La maison a été transformée après, au fil des temps, quand le grand-père n'a plus exercé. C'était devenu une maison familiale plutôt qu'une maison commerciale. La boutique était toujours ouverte et toujours avec une vitrine un peu décorative, quoi. Mais au départ, il y avait juste la vitrine et puis devant, il avait fait après un bassin d'agrément au niveau de mettre des poissons rouges, avec une similitude de rocaille qui lui permettait d'avoir un décor un peu plus personnalisé. Tout ce qui était décoration de fleurs papier, de guirlandes et tout ça, c'était surtout pour la fête de Saint-Aubin, les grandes fêtes le 15 août, les fêtes de la mer, les fêtes comme ça. C'était des fêtes bien ponctuelles au moment de l'été surtout. Nous pouvons voir dans les guides touristiques de la commune que les fêtes à Saint-Aubin étaient nombreuses et riches en distractions. Sur la plage, pour la grande joie des enfants, concours de sable, de ballons, courses, jeux et tournois de toutes sortes. Pour les grands, jeux de plein air variés, matchs de tennis, natation, water-polo, canotage. Albert a d'ailleurs grandement illustré ces moments festifs. Le casino, ce bel établissement moderne au hall spacieux, élégamment décoré avec sa superbe salle des fêtes, ses salles de jeu, est bien le temple de la joie et du plaisir. On y rencontre une société choisie et élégante. Les représentations dramatiques, l'opérette, la comédie, le cinéma, les fêtes de nuit, bals, etc. se succèdent sans interruption. On n'a que le souci de choisir. D'excellents concerts classiques y sont donnés, les fervents de la danse peuvent chaque jour se livrer à leur sport favori. Les autres établissements tels que la Potinière de Watson, le réputé chanteur parisien, et l'Univers sur la digue rivalisent d'entrain, leurs concerts, soirées, dancing et attractions sont des plus suivis. Au parc sont organisées toutes sortes de manifestations sportives et autres kermesses, fêtes de nuit, bals champêtres.
y a beaucoup de souvenirs. Je me rappelle, il y a des photos de la tempête qu'il a prise, qui avait tout détruit sur Saint-Aubin, tout ça. Il a pris ces photos-là et c'est des souvenirs, ça doit être des souvenirs, mais c'est aussi un souvenir au niveau de la commune, quoi, des archives de la commune. Aujourd'hui, on s'inquiète du changement climatique. C'est normal, au vu des événements. Pourtant, si l'on regarde en arrière, les tempêtes des siècles derniers n'ont pas épargné Saint-Aubin. Albert Delaunay a bien documenté ces événements. Il avait un confrère qui s'appelait Sarteny. Comment il s'organisait pour ne pas photographier les mêmes choses? Oui, ici, c'était celui qui était dans la rue à côté de la mairie. En face le boucher actuel. Après, c'était Gancel. On ne l'a pas connu vraiment, mais il se trouvait là, quoi. C'est Gancel qui a acheté après. J'ai remarqué sur les documents qui datent à peu près de la même époque, entre Albert Delaunay et Sarteny, que Sarteny s'était fait une spécialité de photographier les blessés qui arrivaient à Saint-Aubin pour être soignés au Villa Belle-Plage ou à l'hôtel de la Terrasse, hôpital complémentaire numéro 32. Notre grand-père avait fait quelques cartes postales avec les blessés, mais c'est tout.
faisait plus les portraits familiaux, hein, je dirais les regroupements, mais ce qu'on pourrait dire les photos de soldats blessés, non. Ça, j'en ai pas souvenance. Parce que j'ai eu beaucoup de photos de plage, Oui, beaucoup de oui, sur la choses côte, comme il ça, allait oui. sur la côte, il faisait... Mais c'est vrai que les photos... Non, je n'ai pas de souvenance de blessés pris par le grand-père. Alors ça, je ne sais pas comment ils faisaient pour réunir autant de personnes, mais ils se débrouillaient toujours. Et il y a souvent nos mères qui sont un petit peu dispatchés dans les foules. C'est souvent qu'on les voit. Est-ce qu'ils venaient avec leur père et puis qu'ils disaient Peut-être pour aider aussi à rassembler, que les gens soient mis en place. Je ne sais pas, mais c'est souvent, on les voit sur les photos. Tiens, voilà ta mère, par exemple. Et ma mère au-dessus, bah tiens, les voilà toutes les deux là, mais vraiment, il faut le savoir. Organiser ces rassemblements photographiques à une époque où la photographie n'était pas courante était certainement un défi logistique. Les escaliers et descentes à la plage ont été des lieux stratégiques pour capturer ces moments mémorables. Cela a permis à chacun d'emporter dans ses valises de beaux souvenirs à regarder en pensant au prochain été. Si vous observez bien, vous verrez que des petits malins figurent sur plusieurs photos. Peut-être avait-il organisé des paris sur celle ou celui qu'on verrait le plus. Moi j'ai la réponse, ce sont Paulette et France Delaunay. Les cartes postales, par exemple, comme celle-ci, c'est imprimé derrière Delaunay, et sur certaines, on voit Delaunay devant. Alors, je ne sais pas la différence vraiment de... Sûrement que la carte postale était destinée à être envoyée comme souvenir à la famille, alors que la photo était destinée à être conservée par les gens concernés. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire encore du grand-père? Nous, on l'a connu dans les mauvaises années, quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qu'on pourrait appeler maintenant un AVC, je pense. Il était, enfin, je pense qu'on appellerait ça maintenant... il était non paraplégique. Oui, Et puis il était pris sur la parole aussi. Hein. Alors, en 1950, il marchait encore. Ah ouais. Parce qu'il est à Lisieux, là, avec la donc grand-mère. Il n'est pas resté longtemps en fauteuil roulant, oui. Quel souvenir vous avez de lui? Vous étiez de jeunes enfants à l'époque. Oh, grand-père, pas beaucoup, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'est moi qui l'ai le plus connu, entre guillemets. C'était un homme, on l'a connu toujours malade, il était paralysé. Hein, il est mort en 1951, donc moi j'avais, puisque je suis née en 46, j'avais 5 ans. Même pas 4 ans et demi. Oui. Même pas 4 ans et demi, puisque je suis née en 46, il est décédé. Donc on n'a pas vraiment des souvenirs, si par exemple assis au bout de la table, hein, voilà, on voit assis là, il avait à côté de lui par exemple un fourneau. Un poêle en fonte, oui, comme on faisait dans le temps. Comme on faisait dans le temps. Mais... Et la radio au-dessus de lui sur une étagère qu'il arrivait à tourner le bouton comme ça. C'est pas l'homme avec lequel on a échangé, avec lequel on a discuté. Ou si des conversations d'enfants petits, voilà, puisque moi j'avais 2 ans, tu avais 4 ans, alors j'avais 2 ans. Donc. Non, on n'a pas de souvenir vraiment du grand-père. Mais cette image-là, au bout de la table, toi comme moi, on l'a, et avec le fourneau à côté de lui, c'est une photo. C'est vraiment la mémoire qu'on a de lui. Votre maman a dû vous en parler?
Ah oui, ça, on a eu des informations par les parents, aussi bien par sa mère que par la nôtre, oui. Je sais qu'il ne vivait pas de la photo, parce que c'était quand même un emploi très saisonnier, et qu'il était obligé d'aller travailler à Caen, aux écritures, au Doc Fouquet à Caen. Le grand-père faisait, avec la grand-mère bien sûr, aussi de la location saisonnière à Saint-Aubin, surtout 6-8 rue Gambetta. Et là, il y avait des gens qui venaient pour tout le mois de juillet ou tout le mois d'août. Là, c'est les 20 ans de ta mère. C'est les 20 ans de ma mère? Oui. Alors, je vais t'enfiler une des deux. C'est les 20 ans de ta mère, ça. C'est pour ça qu'il y a tant de fleurs. C'est joli, hein. Là, je t'enfile une, j'en ai deux. Bon, Liliane. On m'a parlé du chien Kodak. C'était qui ce chien? Et pourquoi il l'a appelé Kodak? Justement, pour faire un peu de pub, parce que quand il l'appelait dans la rue et qu'il se promenait, il l'appelait et justement, il s'appelait Kodak à cause de son métier, quoi, de son métier de photographe. Il travaillait avec la marque Kodak. Ça, c'est le magasin. Oui. C'est le fameux premier magasin où il était photographe-éditeur en 1920. Il faisait aussi librairie moderne, articles de pêche, articles de chasse. Quand il a pris sa boutique rue Gambetta, il a donc arrêté de faire librairie. Oui, complètement. Je pense à un truc, la boutique, il a dû l'avoir rue Gambetta dans les années 24-25. Parce que le bassin n'est pas encore fait là, conscrit avec Kodak, 1926. C'était des jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui partaient pour le service militaire, quoi. Là, c'était des Saint-Aubinais? Oui, oui. Là, ils sont dans la cour, et puis là, ils sont dans la rue. Votre grand-mère, et je l'ai vu sur les documents, tenait une annexe à Bernières. Alors, c'est pas la grand-mère, c'est ses filles, c'est-à-dire nos mères. À Bernières ou à Luc? Toi, tu as parlé de Luc. Moi, ma mère me disait Bernières. Toi, tu as une photo de là-bas? De la baraque, oui. De là? De la petite baraque de photo. Tu l'as, la photo? Oui. Et c'est qui dessus, maman? Toutes les deux, la tienne? Moi, elle m'a toujours dit à Bernières. Oh, non, je dis, on va leur demander. Oh, mon Dieu. Je sais plus que c'est. Je vais te la retrouver, mais je l'ai. Voilà. Les deux photos. Bernières, c'est écrit dessus. Oui. Paulette France Mado. Et ça semble être Luc. L'été, c'était un dépôt. Les gens venaient rechercher leurs photos, soit au magasin, soit dans les annexes que nos mères tenaient toute la journée, qui étaient assignées à la tâche du matin au soir et qui s'y ennuyaient bien tout l'été. C'est pas les mêmes boutiques. Non, c'est pas C'est les pour mêmes ça, boutiques. je dis qu'il y en a une, c'est Luc, l'autre, c'est... Celle-ci, ce serait bien Luc, et celle-ci, c'est Bernières. Votre maman faisait de la photo également? Notre maman faisait de la photo, elle tenait le magasin, ben ça a été beaucoup plus tard aussi, hein. Ça c'était, elle a tenu le magasin. Elle tenait le magasin, mais elle faisait pas de la photo. Non. Elle n'était pas faisait de la photo photographe. pour la famille. Oui, oui, mais pas... Oui, puis elle Mais faisait pas de développait. reportage, Elle n'allait développait. pas, oui. Elle développait. Non, Non, on dans ne la développait chambre pas. noire. Non, là, non, qui la était au chambre milieu noire du- ne nous servait pas... Non. On faisait des pots de photos, mais on ne faisait pas les photos. Les photos que vous m'avez montrées du Nescanard. Ah si, mais ça c'est des photos de famille, si vous voulez, et qu'on donnait à développer. Et donc là, elles étaient développées, mais pas par nous. Hein. C'était des photos vraiment que la famille prenait, et c'est des souvenirs, je dirais, personnels, ceux-là.
Oui, mais on voit qu'elle avait une certaine facilité pour faire de la photographie, pour le cadre, la lumière, etc. Elle était à bonne école. Oui. Comme tu es. Comme je suis, oui. Les vacances sont terminées. Dans quelques jours, le 3 septembre exactement, ce sera la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Pour ces voyageurs, certains reviendront plus tôt que prévu, pour fuir Paris. Pour d'autres, il n'y aura jamais de retour à Saint-Aubin. Ma grand-mère avait écrit pour ses filles un journal de bord que ma sœur a toujours, Oui. et que toi aussi. Donc chacune celui de leur mère. Enfin, vous seriez peut-être mieux à parler que moi. Les parents étaient à Saint-Aubin et les filles étaient réfugiées dans la poche de Falaise au moment, ensemble. Sur ce document, il y a aussi les témoignages de tous les soldats qui passaient à Saint-Aubin, de tout régiment confondu. De nombreux militaires sont restés plusieurs années à Saint-Aubin pour enterrer les morts et sécuriser les endroits qui avaient été minés. Qui a noté sur le livre leur régiment et puis leur expérience. C'est très intéressant. Ça a été fourni à Juno Beach et au mémorial. Ça, c'est le cahier donc, de la grand-mère. Mardi 6 juin 1944. Ma chérie, d'où revenons-nous? On se le demande, et tu peux croire, ma chère Polo, qu'il y a un bon Dieu, car après un coup pareil, ce n'est que par miracle qu'on est passé à travers. Figure-toi qu'il y avait 5 torpilles tombées autour de nous. Or, ce matin du 6 juin, vers 6 heures à peine, Madame Mingui nous appelle. Je me mets à la fenêtre et elle me dit « Habillez-vous vite, vous savez, c'est le débarquement, on revient de la mer, elle est noire de bateau. » Mon père, qui avait entendu du bruit toute la nuit, me dit « Reste donc tranquille et recouche-toi, laisse faire. » Mais moi, je ne veux rien savoir et je le sors du lit en vitesse. Je l'habille et m'habille ensuite. Puis on voit arriver Charles, le visage souriant, qui nous dit « Sortez vite, vous allez les voir. » Voir qui? Eh bien les Anglais, les Canadiens. Ils ont débarqué ici. Il montre la grande rue. « Faites vite, nous courons. Même votre père. » Et nous arrivons au bout de la cour, en même temps qu'eux. Vous dépeindre notre joie, cela est impossible. Nous oublions tout, et malgré tous les malheurs présents et futurs, nous disions « Quel bonheur, quel bonheur !» On s'embrassait, et à eux on leur souriait, leur agitant nos mouchoirs. Eux montraient leurs 2 doigts en forme de V que nous avons tant employés depuis plusieurs années, heureux de sentir sur notre pauvre sol de Saint-Aubin ceux que j'appellerai toujours nos libérateurs. Et les Canadiens nous disaient, en bon français, « Nous v'là, j'arrive en tout près ». Il devait être environ 10 heures du matin, quand nous avons été libérés. Il n'y a eu de combat de rue que du côté du débarquement. Nous n'avons rien vu par chez nous. Il y a eu beaucoup de maisons démolies, les unes brûlées, les autres écrasées, beaucoup ont été endommagés. En un mot, on compte 700 foyers de touchés, plus ou moins, sur 900 maisons d'habitation. Avec une hâte, c'est d'aller voir sur la liste ce qui passait parce qu'on se doutait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et dès qu'on a pu aller sur la digue, on était nombreux, hein. Quand même, les gens se sont déplacés parce qu'ils étaient comme moi, ils se sont dit qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc on est passé sur la digue et c'est là où j'ai vu, comme tu vois le ferry passer tous les jours, c'était les bateaux, je te jure que ça j'en ai toujours là, tu vois là, ma vision là. C'est impressionnant. Ah oui, parce que c'était noir de bateaux. Alors, tu vois bien que c'était marée montante. Il y avait du vent, il y avait du mauvais temps. Alors, on s'est dit, c'est pas le moment de rester quand même trop longtemps sur la digue. Papa est allé quand même vers la plage pour voir, parce qu'on sentait bien qu'il se passait quelque chose, et il est revenu en disant, il n'y a plus de ligne d'horizon, on a l'impression d'une forêt, c'est
tous les bateaux qui arrivent. Et il y avait un Allemand qui était là et qui regardait ça avec effroi et qui se disait, mince, ça débarque, quoi. On va à l'arme. Avec le bruit, l'artillerie, les avions, tout ce que tu penses, c'est essayer débarquer du petit bateau sans te noyer. Ça savait nager, mais c'est pas capable de nager avec tout l'équipement que tu as sur le dos. Puis moi, j'avais 29 livres de plus que l'autre avec le radio. Moi, j'ai couru par la plage et j'ai rendu au mur de ciment. En montant, soldat directement derrière moi qui était un de mes amis qui s'est fait tuer. Bon, oui, Quand je pense tous ces jeunes Canadiens, parce que c'était des Canadiens surtout, qui sont morts. On a perdu 38 tués. De la journée même de l'invasion. Beaucoup de blessés, tout qui est mort le lendemain. J'avais 10 ans, quoi. Ouais. J'avais fait ma communion là au mois de mai 1944. J'étais dans une tranchée qui avait été faite par la ville. On est resté là et ça canardait vraiment beaucoup. Les vaches qui étaient en liberté ont été tuées. Tout le poulailler de mon père aussi. Enfin, c'était vraiment le carnage. Et puis, des sorties, papa et maman se sont dit, bon, bah, on va... Et moi, j'ai dit, mais oui, mais on n'a pas pris de petit déjeuner. Moi, j'avais faim. J'étais pas bien vieille, mais les émotions, ça creuse. Quand on est sorti, on est allé vers la maison et c'est le seul jour où j'ai vu papa avec un balai, parce que là, ça valait le coup. Il y avait je sais pas combien de gravats dans la salle, partout. Et on voyait des soldats qui passaient dans la rue avec des branchages sur leur casque et tout ça, qui s'abaissaient pour passer devant chez nous. Mon mari, le jour du débarquement, il y avait une camionnette, il avait fait une grande croix rouge sur la camionnette pour faire ambulance. Il s'était mis devant l'ancienne mairie, sur le mur de la grande maison qui a été revendue là dernièrement. Hein. Il y a eu un bombardement. Mon cousin, enfin mon oncle, puisque c'était mon oncle, a reçu plein d'éclats de l'ancienne mairie. Il y avait le monsieur Le Breton, il était assis à côté de mon mari et il est mort dans les bras de mon mari parce qu'il a reçu un éclat dans la tête. Il n'en revenait pas. Hein. Et puis, alors c'est là-dessus qu'ils l'ont transporté, ils l'ont mis dans cette petite maison qui était toujours dans le jardin. Là. J'avais ma grand-mère, que je t'ai dit qui était paralysée, que je traînais partout. Et j'avais des amis qui avaient une maison à la rue Alsace-Lorraine. J'avais la clé de la maison, je savais qu'il y avait une cave, parce que là, il n'y avait pas beaucoup de maisons, mais des caves quand même. Alors, on est rentré dans la cave, il y avait quoi faire d'à côté, le boucher, puisqu'il y avait un boucher, enfin, on était presque une vingtaine. Ça commençait à brouiller un petit peu. Donc, ils ont paniqué, certains, ils sont partis et ils m'avaient laissé toute seule avec la grand-mère. Alors, moi, je ne voulais pas non plus cramer avec la pauvre grand-mère, donc on est sorti de la maison. Et j'ai dit, moi je ne sais pas où aller. Et en passant à l'ancienne poste, c'était Lucette Le Cardonnel, qui m'a dit, bah, t'as qu'à rentrer là, il y a une cave et tu vas déposer ta grand-mère. Chose que du coup... Et on est resté un mois dans... Non, mais un mois, on circulait, bien sûr, mais on était bien à l'abri et tout. Il y avait encore une batterie qui fonctionnait. Et du reste, la maison sur la digue, une dans la rue Aumont, qui a été détruite, tu vois, à un mois après le débarquement. Par cette batterie allemande? Oui. Tu sais, il y a des souvenirs comme ça qui m'ont marqué quand même. Enfin, qui m'ont marqué. Maintenant, c'est du passé quand même. Mais enfin, à l'époque, je te jure que... Ah non, j'ai vécu avec ça. Hein. Bah oui, ce sont des images frappantes. Ah oui, tout à fait. Et la pauvre grand-mère, alors, dans tout ça? Alors, la pauvre grand-mère, on l'a traînée. Ben, Lucette, puisqu'elle s'appelait Lucette, la directrice du bureau de la poste, là, elle avait sorti une table, une chaise, et puis ma grand-mère, ben, elle restait comme ça les journées entières. C'était petit quand même, ça, on connaissait tout le monde, parce que même les Parisiens ne venaient pas à ce moment-là, les baigneurs, ils ne venaient même pas. Alors on était vraiment tout près avec les Allemands, quoi. Les Allemands qui
qui surveillait tout. Je me souviens, j'étais avec papa, on était allé au cinéma, je sais pas comment ça se fait, et il y avait la directrice du casino qui est venue, qui nous a dit attendez, il va y avoir une rafle, alors essayez de partir et tout ça. Et en fait, il y a des gens, ils ont ramassé des gens à ce moment-là qui se sont envoyés en Allemagne. Tu sais, on a eu de la chance parce qu'il y a un quartier, qui a été abîmé, si tu veux, les toitures, mais vraiment détruit. Dans cette maison-là, à cet endroit-là, il y a eu une bombe. Alors évidemment, il y avait Madame Ratier, là, tu sais, la grande maison qui existe toujours, qui a été reconstruite. Il y a eu le petit appartement, enfin l'immeuble où il y a 3 petits, c'était une maison aussi. Et puis à côté. Mais ce coin-là a été vraiment détruit. Sinon, ça a été des dégâts matériels, si tu veux. Hein. Il y a des photos de soldats anglais ou canadiens qui sont dedans. Donc c'est écrit très très fin. Parce que les soldats écrivaient et la grand-mère les traduisait. Ce qui fait qu'on a les 2 écritures parce qu'ils écrivaient dans leur langue. Hein, et donc voilà, et il y a beaucoup de traductions. Voilà, comme là. Tout du moment qu'il y a un petit, c'est une traduction. Hein, et puis donc les soldats qui ont laissé des photos. Saint-Aubin a toujours honoré ses libérateurs et les victimes civiles du débarquement. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, c'est la tradition à Saint-Aubin de se retrouver devant ce monument pour honorer la mémoire de nos morts. Et ta valeur, 2 fois trempée, protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Ouvrez le banc. Mesdames, Messieurs, merci d'être tous ici présents ce matin. Je ne vais plus aux fêtes patriotiques parce que j'ai un regret au monument. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter voir ce monument sans musique. Et cette Sylvain, on regrette beaucoup. J'ose pas trop des fois me promener sur la digue quand il y a une soirée retraite ou flambeau, quelque chose comme ça, parce que j'en entends quelques mots pour me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé au réveil Saint-Aubinais, et voilà. Et ça, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à personne, c'est la vie est devenue comme ça. Il y a trop de choses pour des enfants qui veulent pas faire de solfège. Les plus grands, ça se marie, on les revoit pas. Et puis, ceux qui sont mariés, ils commencent à en avoir assez de défilés. Et voilà l'histoire. C'est un enchaînement de la vie moderne qui s'arrête.
Gauche et on retourne dans le rang. Il y a à tout le monde que je regrette pour Saint-Aubin, quoi. C'est triste sans la musique, c'est très triste. Même pendant le confinement du Covid, la cérémonie a eu lieu en petit comité. Les élus vont maintenant procéder au dépôt des gerbes à la mer. Si tu crois à la puissance d'une main offerte, si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger, si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour. Là, c'est toute la famille, en septembre 1927. J'ai remarqué que très souvent, les photographes profitaient qu'il y ait une barque sur la plage pour y installer les personnes. Régulièrement, c'était la barque de sauvetage du Père Caillot avec écrit Saint-Aubin-sur-Mer. Oui, ça réunissait un peu tout le monde. Ça posait pas de problème avec les propriétaires des bateaux? Je pense pas, hein. Je pense qu'on était plus cool que maintenant. Hein. C'est en 1913 qu'apparaît le premier club de plage à la Baule. Nous le devons à un médecin appelé Ernest Moreau-Desfarges. Au début des années 1930, les étendues de sable se démocratisent et deviennent des lieux publics ouverts à tous. Les clubs de plage fleurissent alors sur les rivages. 32 sont recensés en 1930. L'arrivée des États-Unis de la mythique souris Mickey va développer cette tendance, tout comme les premiers congés payés en 1936. Au menu des activités, des étirements et des pompes qui s'articulent autour d'une imposante structure métallique à agrès avec corde à grimper et échelle pour se muscler. Les animations ludiques sont aussi de la partie. C'était le temps des jeux simples, assurés par des enseignants d'éducation physique, comme les courses en sac, les concours de sable. À Saint-Aubin, c'est M. Vanier qui a ouvert le bal avec son club de plage. Puis Georges Doguet, et M. Marchand avec son club des goélands. L'autre club situé vers l'hôtel Bellevue est celui de M. Godner, le club Mickey. Combien d'amitiés se sont nouées dans ces clubs? Les adultes aujourd'hui en parlent encore. Bien sûr, Albert Delaunay n'a pas manqué de photographier à son époque les clubs présents sur la plage. Monsieur Godner avait un petit protégé qui s'appelait Gilbert l'Allemand. Gilbert l'Allemand qu'on appelait Bébert, et qui servait
à M. Godner, parce qu'il l'avait pris sous sa coupe pour le protéger. Il lui servait pour le soir ramasser ce que les enfants du club avaient oublié. Il lui donnait des petites surveillances à faire, tout ça. Et ce qui lui permettait à Bébert de participer à tout, en fait. Hein. Ah oui, sur la plage et tout, mais il était connu, je dirais pas comme le loup blanc, mais c'est vrai, c'était vraiment... Il défilait en tête de la fanfare, ça, vous pouvez le dire? Oui, au moment des fêtes, ça, au moment de la fête de Saint-Aubin. Il avait été convenu que pendant l'interview, il fallait reformuler la question dans la réponse, ne gardant pas mon intervention. Cela a semé le trouble chez nos intervenantes. Il défilait en tête de la fanfare au moment de la fête de Saint-Aubin. C'est une catastrophe. On aurait... Et il faisait aussi les concours de sable. Oui. Albert, il adorait faire les châteaux de sable. Ouais. Ah oui, ça c'était, puis il était fier de lui, il fallait toujours qu'il fasse le plus beau, qu'il aille... Oh ouais, là il était au top. Les concours de travaux de sable créés par des artistes venus passer la belle saison au bord de la mer remportent depuis leur création les plus légitimes et justifiés succès. Les plages sur lesquelles ont habituellement lieu ces concours sont celles du littoral du Calvados, et en particulier Saint-Aubin-sur-Mer. Les plages de cette partie de la côte normande sont presque sans galets et composées d'un sable fin, uni, recouvert par la mer à chaque marée, qui en se retirant transforme le sable en une espèce de glaise humide, plastique, facile à manier et à maintenir pour la construction des travaux. Les concurrents sont divisés en 3 séries. Enfants de 6 à 12 ans et de 12 à 15 ans, et les adultes. Les travaux comportent 2 catégories, mais cette règle n'est pas absolue. Première catégorie, pour laquelle seul le sable est autorisé pour exécuter le travail sans aucun accessoire. Deuxième catégorie dont les travaux peuvent être décorés, ornés de matières, d'objets, d'ustensiles divers. La première catégorie comprend les bas-reliefs, bustes, médaillons, statues, imitations d'animaux, de fleurs, de légumes, etc. La deuxième catégorie comprend les aéroplanes, automobiles, bateaux, châteaux forts, maisons, etc. Là, c'était leur 25 ans de mariage, 50 ans. 25 ans. J'ai remarqué en scannant ces photos que le seul qui ne regardait pas l'objectif, c'était Albert. C'est un comble pour un photographe. Ça vous inspire quoi? Il regardait sa femme, moi je dirais. Albert Delaunay, à travers son objectif, a su saisir la beauté émotionnelle de son époque, révélant la tendresse qui unit les femmes, les hommes et les enfants dans ces clichés. Ces images éternelles et émouvantes sont une précieuse contribution à notre héritage visuel. Alors, merci Albert. Voilà, ça c'est des photos, beaucoup de souvenirs. Et aujourd'hui, on filme sur des téléphones. Oui. N'importe quoi, n'importe comment. Vous en pensez quoi de ça? Il n'y aura pas de souvenirs, on ne conserve rien. Enfin, oui, certains ne conservent rien. Moi j'édite les photos. J'ai 5-6 albums de photos, les photos que j'aime, je les imprime. Oui, je suis d'accord, moi aussi j'en imprime, mais je pense qu'on n'aura pas les mêmes souvenirs, on n'aura pas, on passe à côté de beaucoup de choses. Moi je comprends pas qu'on aille photographier une assiette quand on va au restaurant et tout ça. Ah non, ça non. Je trouve que la nouvelle génération est plus intéressée par son propre portrait, les selfies, que par réellement les souvenirs et les paysages et
Et les photos de famille, quoi. C'est un peu dommage. Et je pense qu'il y a des enfants qui n'auront même pas l'image d'enfants parce qu'effectivement, les familles ne prennent plus le soin de développer les photos. Et ce sera, enfin, pour nous qui sommes nés dans le souvenir, la photo, c'est très dur d'imaginer des enfants qui n'ont pas l'image de leur enfance. Nos jeunes ne retrouveront pas tous ces souvenirs qu'on a eus, nous, et qu'aujourd'hui, en fin de compte, on est content aussi de retrouver.